Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, c'est le retour de la saison 3 de Qui veut être mon associé et c'est le retour des analyses après chaque épisode pour voir les startups qui ont présenté au regard de mes critères d'investissement. On démarre tout de suite. Bien sûr, si tu ne connais pas mes critères d'investissement, tu peux les télécharger. Le lien est en description de la vidéo. Juste en dessous, ça te permettra de comprendre de quoi je parle quand je parle de monétisation, marge, effet d'échelle, traction, avantage injuste, etc., etc. Et puis bien sûr, si tu connais déjà les critères ou que ça te plaît mais que tu veux recevoir, en savoir plus en tout cas, tu peux recevoir mon livre gratuitement en version papier chez toi. Le lien est aussi dans la description. Donc ça, c'est parfait pour toi pour aller plus loin sur ton analyse des startups. Alors la première startup qui a présenté hier soir, c'est donc Detective Box. C'est le projet de un peu d'escape game que tu reçois à la maison de détective et au bout de 3 boîtes, tu peux résoudre l'enquête. Donc les critères sont ici expliqués très clairement. On a une fondatrice seule, donc évidemment là-dessus on est sur un critère malheureusement négatif puisque tu le sais, il faut 2 cofondateurs et a priori complémentaires. Tu vois qu'ici pour Capsme, on va y revenir après, on a 2 cofondateurs mais 2 ingénieurs, donc on n'est pas sur une complémentarité, mais là, il n'y a même pas de complémentarité à avoir pour Detective Box, puisqu'elle est toute seule, même si elle avait l'air assez bonne dans ce qu'elle fait, mais elle est quand même toute seule. Le marché des jeux de société à la maison, pas de problème, il a d'ailleurs explosé pendant le Covid, mais ça continue même après. La monétisation, elle sait comment gagner de l'argent, puisque elle vend une boîte par abonnement, et elle a une bonne marge, puisque la boîte lui coûte, si je me souviens bien, 3 € et quelques à fabriquer en Chine, plus la livraison, donc pour arriver en France, 6,20 €, incluant l'import. Et elle la vend 35 € à peu près, ou c'était peut-être 39. Donc une superbe marge, donc là-dessus, c'est nickel. On n'a pas d'effet d'échelle, alors ça va revenir très souvent dans mon analyse de tout ce qui a été présenté dans cet épisode 1, puisqu'on est sur un produit physique, puisque c'est une boîte. Donc je te le rappelle, si c'est la première fois que tu vois une analyse, puisque j'en fais beaucoup et je l'ai souvent dit, mais je le rappelle, il y a des effets d'échelle sur les produits physiques, c'est-à-dire que plus tu produis en grande quantité, plus tu fais baisser ton coût de revient, mais il n'y a pas les effets d'échelle, il n'y a pas les effets d'échelle autant que dans le digital. Dans le digital, tu vas coder ton site internet, ton produit, ton outil en ligne, etc. une fois, et tu vas pouvoir le vendre à l'infini. Ici, pour chaque boîte, par exemple, de jeux de société vendue, il faut créer cette boîte de jeux de société, donc on n'a pas autant d'effets d'échelle, donc quand c'est un produit physique, ça sort des critères, les critères de Léonis Investissement. Et donc ici, on a ce critère en rouge, et on va l'avoir beaucoup tout au long de cette analyse. Alors l'attraction, ça fait 2 ans et demi qu'elle a créé ça, elle a vendu 2000 boîtes, 2000 box. Alors j'ai mis un critère orange, j'étais pas sûr. 2000, c'est pas du tout honteux, c'est beaucoup mieux que 0, c'est quand même beaucoup. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il faut diviser par 3, puisque elle vend les box par 3, donc en fait, elle aurait vendu à 600 personnes, ce qui à nouveau est bien, mais n'est pas extraordinaire, donc c'est pas une traction de dingue, c'est pas une traction complètement nulle. J'ai mis un critère orange, le orange, il existe pour être à mi-chemin entre le vert et le rouge. L'avantage injuste, ça c'est un vrai sujet, et pareil, hier soir, ça a beaucoup manqué, je trouve, d'avantage injuste, c'est qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'autre de faire la même chose? Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui vas gagner? Ou justement, une boîte américaine, je me souviens que la fondatrice de Detective Box, elle en parlait en disant, il y a d'autres boîtes aux États-Unis qui font ça. Si tout d'un coup, ils se rendent compte de ce qui marche en France et qu'ils disent, on va faire mieux avec plus de budget, on va investir tout d'un coup 5 millions, 10 millions, comment tu fais pour te battre face à eux? Quel est ton avantage injuste? Pas simplement de l'argent que les autres n'auront pas. Ici, effectivement, j'ai mis tout le monde peut le faire. À peu près tout le monde peut embaucher un game designer. C'est même plus elle maintenant, la fondatrice, qui fait les jeux. Donc tout le monde peut embaucher un game designer, concevoir des box et les vendre. Donc là-dessus, j'ai pas trouvé d'avantage injuste. On a une valorisation d'1,25 million ou 1,250 000 pour à peu près 40 000 € de CA. Elle a dit d'abord 40 000 €. Après, elle a dit qu'en 2022, elle visait 400 000, je me suis dit tout d'un coup c'est beaucoup plus correct cette valorisation, mais il faut pas oublier que ça a été tourné à l'été 2022, en juillet ou en août, je crois en juillet, et donc elle a dit je vise un CA en 2022, mais elle l'a pas encore fait au moment où c'est tourné, et je sais pas si depuis, ça y est maintenant on est en 2023, mais je sais pas si elle a fait ce CA ou pas. Donc pour les 40 000 qu'elle a vraiment fait, qu'elle a déclaré évidemment une valo d'1,25 million, ça me paraît quand même un petit peu cher. Voilà pour Detective Box. Et on enchaîne avec Capsme. Alors Capsme, c'était pour moi un petit peu la star de ce premier épisode, un vrai projet porteur, éco-responsable, avec vraiment du sens, et c'était assez chouette. Donc on a 2 cofondateurs, ce qui est déjà pas mal, mais on a 2 ingénieurs, et d'ailleurs ils ont été un petit peu critiqués entre guillemets, avec beaucoup de bienveillance, mais c'est vrai qu'ils sont pas complémentaires et qu'il manque quelqu'un au marketing. Donc pour l'équipe,
à nouveau, hein, je fais une analyse là en quelques minutes, tu vois, sur une boîte, je passe même pas 5 minutes, donc il faut rentrer plus en profondeur pour l'analyse de l'équipe et pour l'analyse de tous les critères. Mais dans un premier temps, 2 ingénieurs, c'est pas forcément idéal. Le marché du café, il n'y a aucun problème, il y aura toujours des buveurs de café. La monétisation, il n'y a aucun problème, ils vendent le coffret et les opercules. Les opercules, c'est très malin parce que c'est du revenu récurrent, hein, comme Nespresso qui te vend les capsules, bah, eux ils vont te revendre les opercules recyclables qui sont utilisables qu'une seule fois. Ils ont une marge de plus de 50%, ça a été abordé pendant l'épisode et c'est très bien qu'ils en parlent, donc ils ont une marge de plus de 50%, c'est un critère vert. C'est malheureusement un produit physique, même chose, hein, donc produit physique, moins d'effet d'échelle que les produits digitaux. D'accord. Il y a une bonne traction. Quand ils ont lancé ça le premier mois, ils ont fait 110 000 euros de chiffre d'affaires et ils ont eu plus de 10 000 clients. C'est ce qu'ils ont partagé, donc je connais pas les chiffres, mais ils auraient fait 1 million de chiffre d'affaires déjà en 2022 au moment où ils passent dans l'émission, et ils ont dit qu'ils prévoyaient de faire 2,5 millions de CA. Mais ils ont commencé par dire 110 000 euros en un mois quand on a lancé 10 000 clients, et un peu plus tard dans l'émission, c'est pour ça que je l'ai noté plus bas, ils ont dit en fait on a déjà fait aujourd'hui 1 million de chiffre d'affaires, et ça arrive un petit peu au milieu de l'émission parce que faut pas oublier que c'est tourné, chaque passage ça dure à peu près 1 heure, mais nous ils nous montrent que 5-10 minutes, donc il y a des choses qui sont coupées. Donc on a une bonne traction, hein, plus de 10 000 clients, et ce qui est normal, le produit est assez intéressant, assez attirant. L'avantage injuste, à nouveau, qu'est-ce qui se passe si demain Nespresso dit « Ok, c'est une bonne idée, nous aussi Nespresso, on va faire des capsules réutilisables avec des opercules, je crois que c'était en amidon de maïs ou quelque chose comme ça. » Tout le monde peut le faire, ça c'est un vrai problème. Alors, le fait d'être passé à la télé, le fait d'avoir déjà 10 000 clients, c'est un petit avantage injuste, hein. C'est vrai, on pourrait éventuellement dire ici, tac, je récupère un Orange et je dis 10K clients, ça c'est un vrai avantage, plus passage télé, tu vois. Ça c'est vrai que ça leur donne un petit avantage injuste. Mais si demain Nespresso, et c'est normal, Nespresso il regarde ça, je peux t'assurer qu'il y a quelqu'un chez Nespresso le lendemain qui est arrivé, qui a dit putain vous savez pas ce que j'ai vu à la télé les gars hier soir, ils sont en train d'y réfléchir. Et ben ils peuvent probablement complètement les écraser. Donc ça c'est un vrai sujet et ça a pas l'air d'être très protégé. La valo c'est 2,5 millions avec donc 1 million de CA et ils ont à peu près 50% de marge, donc ça veut dire qu'ils ont fait à peu près 500 000 de résultats et donc on est à 5 fois le résultat, ce qui me paraît très correct, hein, c'est pour ça que je l'ai mis à la ligne mais c'est ici, 5 fois le résultat ça me paraît correct. En plus ils visent 2,5 millions pour 2022, ils l'ont pas encore fait, hein. Je disais aussi ici ils ont fait que 40 et ils visent 400 mais c'est pas encore fait et donc je veux pas changer, être plus conciliant avec Capsmic, avec Detective Box, mais il y a quand même une différence, c'est qu'ici ils ont déjà fait 1 million. Ils ont déjà fait la moitié, presque la moitié, sur 2,5 millions de prévu. Ici, elle a fait que 40 000 et elle vise 400. C'est pas la même marche à franchir. Donc, on peut un petit peu plus leur faire confiance, même si ça reste des projections, qui pourraient potentiellement faire 2,5 millions de CA. En plus, ils passent à la télé, donc ce qui va aussi augmenter le chiffre d'affaires. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde. Donc, j'ai trouvé que la valo de 2,5 millions pour 500K de résultats, et s'ils font 2,5 millions effectivement en 2022, s'ils ont fait, parce que c'est au passé, 2022 c'est fini, qu'ils ont fait 50% de résultats de marge brute, c'est-à-dire plus d'1 million, une valo de 2,5 millions, ça me paraît très correct. Donc ça c'était Capsmi. Alors on enchaîne avec Hérode. Évidemment Hérode c'était donc ce sac à dos très très solide avec cet entrepreneur malheureusement un peu au bout du rouleau, et ça c'est évidemment un petit peu dommage. Donc il était seul, donc évidemment sur le critère de l'équipe ça va pas. Le marché du sac à dos, alors j'ai mis comme ça pendant que je regardais un critère orange, je pense que le marché du sac à dos est pas mal, il l'a dit après, il se vend je sais plus combien, 120 000, je sais pas quoi, un chiffre assez élevé de sac à dos. Je pense pas que ce soit un marché en augmentation, mais je pense pas que ce soit un marché en diminution non plus, et il s'en vend quand même pas mal. Donc c'est pas je me réveille pas tous les matins en me disant mon rêve c'est d'arriver à conquérir le marché du sac à dos. C'est pas le marché le plus incroyable, mais je pense que ça va. Il monétise en vendant 300 euros le sac lui coûte 120 euros, donc on est au-dessus de 50% de marge, donc tout va bien. Jusque là ça va, à part qu'il est seul. Mais il n'y a pas d'effet d'échelle parce que c'est un produit physique, toujours la même chose, donc chaque sac vendu il faut produire un sac. Il n'y a pas de traction, puisque la boîte elle est en liquidation judiciaire, il n'arrive pas à vendre. Et donc, ça a été rappelé, je crois que c'était Anthony Bourbon qui disait « On ne rattrape pas un couteau qui tombe ». Donc évidemment, la boîte elle a pas de traction du tout, puisqu'elle est en liquidation judiciaire, ça, au contraire, c'est en train de décroître. Et donc, c'est pas terrible. En plus de ça, tout le monde peut faire un sac. C'est ce que j'ai noté, c'est-à-dire que son sac il est super, il est solide, mais encore une fois, demain, je sais pas qui sont les grands fabricants de sacs, Quechua, Nike, Adidas, ou comment ça s'appelait quand on était gamin, Eastpak là, les sacs quand on allait à l'école, se disent bah nous aussi on fait un sac super solide.
tout le monde peut faire un sac, c'est juste un sac rigide. Bon. Et en plus, 2 millions de valorisation pour une boîte en faillite. Donc c'était évidemment trop cher. Ça aussi, ça lui a été mentionné pendant l'émission. Il y a je sais plus qui lui a dit, écoute, c'est beaucoup trop cher. On enchaîne avec MyPada. Alors MyPada, c'était assez fou puisque Marc Simoncini qu'on aperçoit ici a complètement défoncé l'entrepreneur en lui disant c'est un non-sens, c'est pas le sens de l'histoire, etc. de prendre des oiseaux dans la nature pour les vendre. Donc MyPada, c'était les petits oiseaux qui s'appellent les padas, si je dis pas de bêtises, qui sont élevés pour aller chez les gens. Alors c'est un entrepreneur seul, c'est un problème. On va passer vite parce que le projet tient pas vraiment debout. Le marché, moi je le trouve pas énorme, le marché des oiseaux domestiques. Alors tu vois, pareil, quand je disais le marché des sacs à dos, ça augmente pas, ça diminue pas, il s'en vend quand même pas mal, mais le marché des oiseaux domestiques, moi dans mon esprit, peut-être que je me trompe, mais c'était nos grands-mères, nos arrière-grands-mères qui avaient des oiseaux, quoi. Moi je ne connais personne qui a un oiseau. Donc bon, pas terrible à mon avis le marché des oiseaux domestiques. Peut-être que j'ai pas toutes les stats, là j'y vais un peu au feeling j'avoue, mais c'est pas un truc dont on entend parler tous les jours, c'est pas la nouvelle boîte technologique, etc. La monétisation, Yvan et les oiseaux, ça lui a été reproché, et les accessoires. La marge n'a pas été abordée, mais je pense que pour un oiseau, la marge c'est compliqué parce que c'est 100%, parce que l'oiseau tu l'as pas acheté, il est né, mais il y a tout le temps d'entraînement. En fait, je sais pas si tu te souviens, il y a le fondateur, mais il y a une entraîneuse, une dresseuse qui va domestiquer les oiseaux, et donc ce temps-là, il faut le payer avant de pouvoir vendre l'oiseau, et donc je sais pas quelle est la marge, mais marge de 100% sur l'oiseau, parce que l'oiseau il naît, et voilà. Les effets d'échelle, non, les oiseaux ne sont pas scalables, ce que j'ai noté hier soir en rigolant, et 300 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal, mais au bout de 5 ans. Donc n'oublie pas que l'attraction, c'est aussi une question de vitesse, c'est une question dans le temps. Si tu fais 300 000 euros de chiffre d'affaires la première année, franchement, chapeau, incroyable. Tu fais 300 000 euros de chiffre d'affaires après 5 ans, ça fait 300 divisé par 5, 60 000 euros par an, divisé par 12, ça fait 5 000 euros par mois, ce qui est à nouveau pas honteux, 5 000 euros par mois, il y a plein de gens qui en rêvent et c'est normal, mais c'est pas une boîte qui a vraiment de la traction. Avantage injuste, alors j'ai laissé vide, il y a peut-être un petit avantage injuste de bien connaître le pada, de bien savoir comment le domestiquer, d'avoir la bonne personne qui domestique le pada pour toi, etc. Donc peut-être un petit avantage injuste, on va se mettre ici en orange, on va mettre connaissance des padas, ça doit prendre un S du coup, voilà, il me dit panda, non, des padas. Mais tout le monde peut dresser, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut dresser un oiseau ou embaucher une dresseuse d'oiseaux. Donc la connaissance des padas peut être un petit avantage injuste, mais à mon avis pas énorme. Et la valorisation, 3,5 millions pour un CA qui est quand même faible, encore une fois, après 5 ans. Donc valorisation qui est à mon avis un petit peu élevée. Ok, on enchaîne avec la paille d'eau. Alors la paille d'eau, c'était intéressant, c'était un projet assez sympa, ça change un peu d'habitude, jeune projet mais c'était assez émouvant, je sais pas si tu te souviens, c'est ce couple d'agriculteurs qui disaient on n'arrive pas à s'en sortir, etc. Donc deux fondateurs, quid de la complémentarité, c'est une vraie question parce que ils ont fait les mêmes études, ils se sont rencontrés, ils l'ont dit au lycée agricole de mémoire, et donc ils sont deux, c'est très bien, mais est-ce qu'ils sont complémentaires? Ils ont le même profil, a priori. Alors peut-être qu'ils peuvent se spécialiser, on se souvient de Pape et Pille, qui était dans l'épisode 1 d'ailleurs, de la saison 2, et ils sont d'ailleurs tous les deux infirmiers, mais il y avait une vraie complémentarité, il y en a un qui s'occupait de ceci, l'autre qui s'occupait de cela, donc pourquoi? À voir. Encore une fois, il faut creuser plus, là c'est une analyse, tu l'as compris, rapide, mais à voir. Le marché de la paille, c'est un gros marché, ils se vendent des pailles tous les jours et on en utilise quotidiennement. La monétisation, c'est 7 € le paquet. La marge n'a pas été abordée. Mais je pense qu'elle est bonne parce que la paille, tu la cueilles, quoi. C'est pas très cher à produire. Ça pousse dans la nature. Alors, faut s'en occuper, faut, je sais pas quoi, arroser. En plus, elles sont sélectionnées à la main, les pailles. Bon, donc c'est pas zéro et tu te baisses et tu la... Voilà, mais je pense que la marge doit être correcte. 7 €, t'as, je sais pas quoi... 30 pailles, donc c'est 23 centimes la paille, je crois que c'est ça, parce que la paille normale elle vaut plutôt 10 centimes, là elle en vaut 20, mais je pense pas qu'il y ait pour 20 centimes de boulot, mais ça n'a pas été abordé, donc bon, dur de dire. Il n'y a pas d'effet d'échelle, c'est des produits physiques, tu l'as compris, l'attraction c'est très très juste parce que c'est 1 500 € de CA, donc bon là c'est vraiment difficile, la boîte elle est très 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 jeune. L'avantage injuste,
au début, je me suis dit, bah, tout le monde peut faire de la paille, un peu comme les autres. Là, pour le coup, eux, ils sont producteurs. Alors, je me souviens plus si c'était du seigle ou quelque chose comme ça, la céréale, mais voilà, c'était un truc qui poussait chez eux. Donc, eux, c'est leur propre production. Donc là, ils ont un vrai avantage injuste. Alors toi demain si tu vas le faire et que tu vas dire à un agriculteur vendez-moi votre seigle ou peut-être que je me trompe c'est pas ça mais il va te la vendre mais ils ont une vraie connaissance ils ont le stock à disposition donc il y a quand même un léger avantage injuste il est pas énorme on aurait pu mettre Orange mais comme ils sont très sympas non c'est pas pour ça parce qu'on fait pas du tout à la sympathie on a une analyse froide et directe non c'est pas mal d'avoir quand même ton propre céréale qui pousse dans ton jardin. Valorisation 333 000. Bon, ça va. C'est vraiment pas cher comme valorisation. On va pas se mentir. Après, c'est une boîte qui démarre vraiment de zéro, mais ils ont déjà tout en place. Ils ont le packaging, ils ont l'approvisionnement parce que ça vient de chez eux. On vient de l'aborder, donc je pense que ça va. On peut pas descendre plus bas. On peut pas faire une boîte qui est valorisée 2 euros de toute façon. Hein. Donc je pense que c'est cette valo, à mon avis, c'est à peu près correct. Et en plus, à nouveau, ils passent à la télé, ça va leur faire de la visibilité. Il y a Marc Simoncini qui a proposé de passer des coups de fil à tous les amis restaurateurs. Et effectivement, ça tombe sous le sens. Il dit à ses amis restaurateurs, bah, tu me balances tes pailles en plastique qui valent rien et voilà, ça va te coûter quelques centimes de plus. Alors sur toute une année, le nombre de pailles, mais je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps. Et donc, je pense que le chiffre d'affaires devrait augmenter à mon avis. Je crois qu'ils ont eu un deal du coup avec Delphine et Marc qui se sont joints à, si je dis pas de bêtises, hein, si ma mémoire est bonne. Et donc, la valorisation, franchement, ça va. On avait 7 projets hier soir, donc il en reste encore 2. On vient d'en voir déjà 5. C'était intense. Donc après on avait les mains de mamie, ces fameux pulls tricotés par des mamies, des grands-mères, à nouveau c'était un projet assez intéressant. Donc on a une entrepreneuse toute seule, malheureusement solopreneuse, donc la équipe critère négatif, même si elle avait l'air très sympa, hein, mais on juge pas justement sur la sympathie, on juge sur les fêtes. Le marché, c'est le marché des pulls tricotés de la maille. Alors bon, c'est un peu comme les sacs à dos, c'est pas le marché, c'est où les sacs à dos, c'est là. C'est pas le marché le plus dingue. Là, je sais pas quoi, les nouvelles crypto-monnaies, la fintech, bon, ok, mais il s'en vend des pulls quand même. Je veux dire, il s'en vend tous les jours, il s'en vend des millions dans le monde chaque année, donc ça va. Franchement, ça va. Il y aura toujours des hivers et les gens ont toujours besoin de mettre des pulls. La monétisation, ils vendent des pulls. La marge, c'est 65% de marge après avoir reversé 20% à la mamie, pardon. Ça a été abordé et c'est cool qu'ils parlent de la marge et qu'ils en parlent dans l'émission, c'est vraiment bien. Les effets d'échelle, c'est un produit physique, tu l'as compris, les mamies ne sont pas scalables. Voilà, on est en majuscule, mamie pas scalable. L'attraction, scarabée, c'est incroyable ça, scalable. Ok, l'attraction, 55 000 € de CA en 2 ans. Alors j'ai mis rouge, c'est à la limite, c'est-à-dire qu'effectivement, si c'est 55 000 la première année, c'est bien, si c'est en 2 ans, c'est un peu moins bien, ça fait 20 000 € quelques par an, ça fait 2 000 € par mois. Donc tu vois, 2 000 € divisé par 135, ça veut dire que tu vends 15 pulls par mois. C'est bien, c'est honorable, hein. C'est pas pour dire que c'est nul, loin de là, mais quand on investit dans une startup, moi, en tout cas avec mes critères, on cherche vraiment de l'attraction, c'est-à-dire une boîte qui est vraiment en train de décoller, où on se dit waouh, là c'est la folie, tout le monde s'arrache les pulls, là c'est pas encore le cas, donc traction j'ai mis négatif. On est à la limite, c'est pas horrible, mais c'est pas terrible non plus, donc on pourrait mettre orange, bon voilà. L'avantage injuste, bon, tout le monde peut faire des pulls et les tricoter. J'ai dit peut-être le réseau des mamies. C'est-à-dire que il faut avoir des mamies à ta disposition entre guillemets, enfin, qui veulent bien travailler pour toi, pour d'ailleurs pas très cher, hein, on en a parlé. Elles gagnent pas beaucoup d'argent avec ça, mais ça les occupe et elles ont dit que c'était un complément de retraite. Bon, très bien. Donc il faut quand même avoir le réseau des mamies. Alors, si tu repars de zéro, tu peux recréer un réseau de mamies, hein, je pense, c'est très faisable, mais il faut l'avoir. C'est un petit avantage injuste, c'est pas dingue. C'est pour ça que j'ai mis que orange. Mais bon voilà, et une valorisation à 600 000 € qui est en soi une valorisation pas très élevée, mais cher par rapport au chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires il est quand même très très faible, hein, à peine 20 000 €, à peine plus de 20 000 € par an. Une valorisation à 600 000, j'ai trouvé ça quand même un petit peu cher. C'est pas déconnant, mais je trouve ça quand même un petit peu cher. Et puis on termine avec Atypique, un projet assez marrant qui était donc dans la suite, hein, ces 2 projets-là, c'est dans la suite. Tu sais, il y a l'émission principale et puis après il y a la suite. Hein, j'ai tout regardé pour toi, pour te faire le retour de l'ensemble de toutes les startups. Donc, on a un solopreneur, toujours un cofondateur seul, sur un négatif, hein, tu l'as bien vu, sur un marché du recrutement qui est énorme et là il n'y a pas de problème.
Une rémunération pour chaque talent placé, environ 16% du salaire en moyenne. Alors la marge, j'ai mis difficile à comprendre vu le modèle, parce qu'effectivement, tu vas payer des gens à plein temps pour aller dans la rue, qui vont en moyenne placer 2 personnes par jour, mais c'est variable, ça dépend, est-ce qu'ils vont être pris ou pas par l'entreprise, etc. Donc difficile de savoir, et ça n'a pas été abordé concrètement quelle est la marge, puisque si tu te souviens bien, hein, Éric Larchevêque a dit mais finalement les calculs sont pas bons parce que d'après ce que tu m'annonces d'après ce que tu m'annonces, tu devrais faire 100 000 euros par mois, or tu fais beaucoup moins, et donc finalement les chiffres qu'il annonçait de 2 recrutements par jour, c'était pas ça. Donc difficile, très honnêtement, de comprendre la marge, c'est un peu dommage. Je suis pas sûr que la marge soit si bonne parce qu'il y a beaucoup d'humains, parce que justement c'est le principe de la boîte, hein, c'est de faire de l'humain, de parler aux gens, et donc difficile de faire du très rentable. Les effets d'échelle, à nouveau, hein, c'est manuel, c'est un par un. Pour chaque personne recrutée, il faut payer quelqu'un dans la rue qui va parler à des centaines de personnes. Donc c'est pas scalable. Tu vois bien que pour recruter 10 fois plus de personnes, il va falloir faire 10 fois plus d'efforts, avoir 10 fois plus de personnes qui travaillent pour toi, parler à 10 fois plus de monde dans la rue. Donc on n'a pas de scalabilité d'augmentation de la rentabilité avec le volume. L'attraction, elle est bonne, 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2021, 300 personnes placées, c'est pas mal, franchement, hein, le recrutement c'est dur, donc quand tu passes une personne par jour quasiment, franchement c'est impressionnant, enfin c'est bien, voilà, y a pas à rougir. L'avantage injuste, j'ai mis tout le monde peut dire bonjour, hein, il l'a dit, ça commence par bonjour, vous cherchez du travail, bon, tout le monde peut le faire, la technique est marrante, c'est marrant pour passer à la télé, on se dit tiens ça existe pas, c'est drôle, etc. Mais tout le monde peut dire bonjour, et d'ailleurs il faut se poser la question pourquoi les plus grandes boîtes de recrutement au monde ne font pas ça. C'est probablement parce que c'est pas si génial que ça, mais ça c'est l'avenir de Atypique qui le dira. Peut-être que j'ai tort, je lui souhaite de prouver que c'est la meilleure méthode et que c'est bon. Mais tout le monde peut le faire, si les autres ne l'ont pas fait, c'est pas forcément très bon signe. Et puis une valorisation de 2,5 millions d'euros, ce qui est quand même un peu cher vu le chiffre d'affaires, parce que ça fait ça fait 12 fois et demi le chiffre d'affaires, sans parler de la rentabilité encore une fois qu'on connaît pas. Donc à mon sens un petit peu cher, c'est pas non plus complètement délirant, mais à mon sens un petit peu cher. Voilà, on en a fini avec l'épisode 1, donc la semaine prochaine évidemment l'épisode 2, si tu veux être sûr de ne pas le rater, abonne-toi, et surtout si tu veux donc connaître mes critères, tu peux les télécharger, le livre gratuitement en version papier chez toi pour aller plus loin, et si tu veux investir avec moi dans des startups qui correspondent à tous ces critères en vert, mais dans la Silicon Valley, là où sont les meilleures startups du monde, à partir de seulement 2 500 euros par investissement, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis, Léonis Investissement, le lien lui aussi il est dans la description de cette vidéo. On t'accueille avec grand plaisir, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et je te dis à la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 2. Ciao ciao.